Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Europe 1 Soir Week-end, j'accueille mon duo de débatteurs de la première heure, les excellents Jules Torres, journaliste politique au JDD. Bonsoir mon cher Stéphanie. Jules. Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir Victor. Oui, c'est vrai. C'est vendredi, mais vous voyez, je ne peux pas me passer de J'ai vous. un peu l'impression d'être dans une spatio-temporelle. Voilà, la journée sans fin. Bon, écoutez, je suis ravie de vous avoir, en tout cas. On va parler de choses un peu plus inquiétantes, puisqu'il y a toujours beaucoup de confusion, évidemment, sur ce qui est en train de se passer en Iran. Est-ce que l'on se dirige tout droit vers des frappes américaines, ou au contraire vers un apaisement à la faveur de négociations entre les États-Unis et le régime des Mollahs? Une chose est certaine, les tensions continuent de grimper. Le guide suprême iranien a prévenu aujourd'hui que toute attaque américaine contre son pays déclencherait une guerre régionale et que les armées européennes étaient déclarées groupe terroriste. Voilà pour les dernières informations. Bonsoir Alexandre Delval. Bonsoir. Vous êtes, je le rappelle, géopolitologue, auteur du Nouvel Ordre post-occidental, ou comment la guerre en Ukraine et le retour de Trump accélèrent la grande bascule géopolitique, aux éditions de l'Artilleur. J'ai toujours coutume de dire que ce livre était très visionnaire parce qu'on n'a jamais autant changé le monde qu'en ce moment et ce Nouvel Ordre. Alors là, on est sur le front de l'Iran aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir avec vous, parce qu'on a du mal à y voir clair sur ce qui se passe. Depuis hier, c'est vrai qu'on souffre le chaud et le froid, et pas que depuis hier. D'ailleurs, ces dernières semaines, on a parlé de plusieurs explosions hier. Dans le même temps, on apprend que Donald Trump, que finalement les négociations sont en cours, que le régime est prêt à négocier. Alors, le vrai du faux. Non, je pense que c'est évident que le régime est prêt à négocier, mais il a ses proxys. Sa raison existentielle, c'est lutter contre Israël, le petit Satan, mais aussi le grand Satan américain. Donc il est obligé d'éructer, de menacer. On va détruire votre porte-avions, ça va être le chaos. Dans la région. Des armes secrètes, etc. On va tout déstabiliser. Au même moment où ils négocient, parce que l'un permet l'autre. Si vous négociez, que vous avez l'air de tout céder, ils perdent totalement leur crédit. Donc c'est pas très inquiétant. Et c'est un peu le point commun avec les Russes. Même si je ne mélange pas du tout les deux régimes, dans les deux cas, on a des gens qui peuvent cogner, frapper, menacer, et au même moment, on négocie. L'occidental cartésien trouve ça bizarre. On négocie ou on frappe. Non, dans le monde réel, on fait les deux en même temps. On va écouter d'ailleurs Yalaktola Khamenei. Les Américains nous ont menacés à plusieurs reprises dans le passé en disant que toutes les options sont sur la table, y compris celle de la guerre. Ils ont toujours tenu ce genre de discours. De même, Donald Trump affirme constamment qu'ils ont amené des navires de guerre. Mais la nation iranienne ne se laissera pas intimider par ses propos. Le peuple iranien ne se laissera pas impressionner par ses menaces. Les Américains doivent également savoir que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale. Est-ce qu'ils ont les moyens de leurs menaces, les Iraniens, face aux Américains ? Non, ils ont les moyens de frapper Tel Aviv, c'est vrai, avec quelques missiles hypersoniques. Et même si c'est pas avec des missiles hypersoniques ou des Fatah 1, ils ont de quoi faire des dégâts en Israël. Les Israéliens sont prêts. Les Israéliens sont prêts. Il y aura probablement des dégâts si on ne trouve pas un deal sous pression, mais à l'amiable. Mais les Israéliens sont totalement prêts. J'étais avec quelqu'un des anciens renseignements militaires tout à l'heure au téléphone en Israël. Il me disait, on sait qu'on va avoir plus de morts que la dernière fois si ça dérape, mais le régime est en train de négocier. On a même des gens comme Hassan Rouhani, l'ancien président iranien, qui est tout à fait d'accord pour faire un référendum. Vous vous rendez compte, un référendum. Il n'a pas été tué, et si jamais le deal pacifique ne fonctionne pas, moi je crois qu'il y a une solution entre les deux, entre la guerre et le deal pacifique. Il va y avoir un deal après des frappes mesurées, et après ce que j'appelle un dialogue stratégique, comme en juin dernier. Attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous nous dites, c'est très intéressant. Et là, Rouhani peut arriver en scène. Voilà, alors, d'une part, vous dites, Israël est prêt. Alors, c'est vrai que il y a un dôme, on le sait, qui n'était pas vraiment en état de marche il y a encore 15 jours. Oui, mais les missiles THAAD viennent d'être refournis. Et Tel Aviv a reçu tout le stock qui manquait de missiles THAAD, c'est des missiles américains, antimissiles, qui étaient épuisés. Les Américains ne voulaient pas trop tirer sur les stocks parce qu'ils avaient épuisé 3/4 des stocks mondiaux, mais il leur reste encore leurs stocks nationaux. Mais là, ça a été refourgué, donc achalandé. Donc là, c'est quand même, les Israéliens sont prêts. En plus, ils ont le laser contre les drones. Ça marche très bien, et ça coûte 5 € par élimination. C'est quand même autre chose que les millions. Donc là, les Israéliens sont prêts, mais forcément, comme les Iraniens ont presque reconstitué le stock de 2000 missiles balistiques, ils vont pouvoir saturer
Une défense antimissile n'est jamais totale, donc peut-être qu'il y aura 30, 50, ou s'ils tirent tout, peut-être qu'il y aura 100 missiles qui vont taper Israël, et il y aura peut-être plus de morts. Mais l'idée des Israéliens, c'est de terminer le travail qui n'a pas été terminé en juin dernier, et ça, ils sont vraiment déterminés à le faire, avec ou sans les Américains. Mais c'est mieux avec les Américains, parce que si ça dure, les Israéliens ne peuvent pas durer plus de 15 jours, parce que les antimissiles, c'est pas éternel. Et je répète, leur laser n'est pas encore prêt contre des missiles balistiques. Donc là, vous nous dites clairement que ce qu'on sait déjà quand même, mais les Américains et les Israéliens sont à la manœuvre main dans la main, clairement, en ce moment. Certes, mais les Israéliens voudraient une optique plus dégagiste. Trump, lui, les démocrates, c'est pas forcément son but de les répandre un peu partout. Donc Trump, lui, veut bien un accord minimaliste où on garde le régime avec un pragmatique qui va renoncer. Vous avez vu, il a rabaissé ses exigences, Trump. Il disait zéro nucléaire, maintenant il dit zéro nucléaire militaire. Déjà, ça a bougé en 2 jours, ça bouge tout le temps. Donc, il est en plein deal, il a demandé le maximum, il va obtenir quelque chose entre les deux. Le régime iranien va-t-il accepter? C'est la question. Oui, Jules Torres, j'aurais une question, parce que, bon, là, vous parlez du nucléaire, en effet. C'est vous qui décidez, chère Stéphanie. Non, mais je ne veux pas vous frustrer, mon cher. Je vous vois essayer de poser une question depuis 2 minutes. Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'on a l'impression que le fait qu'il y ait un changement de régime s'éloigne de plus en plus. Il n'y aura pas de changement de régime. Le régime des Mollahs va rester. C'est ça, on avait la même question. J'étais au téléphone avec l'ancien directeur de cabinet de Reza Pahlavi, l'actuel héritier du Shah, son ancien directeur du cabinet. Il me dit c'est tout à fait irréaliste. C'est vrai que ça va choquer les personnes avec qui j'ai fait des émissions récemment, des Iraniennes tout à fait méritantes, qui étaient choquées à l'idée même qu'on puisse mettre des doutes. Mais la géopolitique, c'est pas le wishful thinking. L'ancien dirkab de Reza Pahlavi, il dit quelque chose de très vrai. J'avais rencontré Reza Pahlavi et il nous disait en 2015 qu'il était pour une coalition très souple, ne pas régner, ne pas chercher à avoir le pouvoir, avec un système à la Mandela, on fait une grande amnistie pour rassurer les défections. Pour que des mecs fassent défection, il faut qu'ils soient assurés de ne pas aller en tôle ou pas être tués. Et apparemment, son ex-directeur de cabinet l'a laissé parce qu'il me disait, depuis quelque temps, il a été repris en main par des néocons et il est devenu jusqu'au boutiste. Il n'y aura pas de pardon. C'est sûr que s'il n'y a pas de pardon, personne ne va faire défection. Et les gens, s'ils savent qu'ils vont être pendus, eh bien, ils vont résister jusqu'à la fin. Donc, il me disait, une solution est possible, mais pas avec le Reza Pahlavi, malgré toute l'estime que j'ai pour lui. Non, mais c'est pas forcément étonnant, parce que Reza Pahlavi, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, il faut être honnête, dans les médias occidentaux. C'est un petit peu, entre guillemets, le candidat des médias français, occidentaux, d'une manière générale, mais même d'Israël. Je lisais un papier extrêmement intéressant dans le Figaro. Il y a beaucoup de manifestants. Où on le pousse d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il plaît vraiment manifestant, ça c'est vrai. Même les Azéris ont changé sur lui. Il plaît vraiment à que le Shah, ça n'a pas toujours été une démocratie qu'on décrit parfois dans... Je me suis moi-même trompé, je l'avoue, il y a une semaine, j'avais dit que les Azéris étaient contre lui parce qu'ils sont nostalgiques d'une autre dynastie, les Qadjar, mais apparemment, ça j'ai vraiment vérifié, il y a beaucoup même d'Azéris qui sont pour lui comme un nom de ralliement. Par contre, ce qu'il faut pour avoir un changement de régime à moitié, ou plutôt une réforme du régime, il faut rassurer les gens du régime, comme quoi ils ne vont pas tous être pendus. Et c'est là que Razavi n'est pas habile, parce qu'il leur dit qu'il n'y aura pas de pardon. Donc il ne pourra pas être un Gorbatchev ou un homme de transition. C'est pour ça qu'il va s'auto-éjecter en étant néocons jusqu'au boutiste. Et c'est dommage. Il y a aussi on n'en parle pas souvent, mais il y a aussi le pouvoir financier en Iran, qui est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'oligarques qui ont d'ailleurs qui financent aussi le régime. Est-ce que ces gens ont un rôle à jouer finalement pour déstabiliser et détruire ce régime des Mollahs? En fait, j'ai appris que les Mollahs n'ont pas que de l'argent et des trafics en Amérique latine ou des placements aux Émirats ou au Qatar ou même en Russie, mais par des structures très opaques, très indirectes, apparemment, ils ont placé plein d'argent en Europe, dans tous les pays d'Europe. Donc, effectivement, c'est ce qui est rassurant quand même, parce que si c'était tous des djihadistes, comme les salafistes djihadistes qui veulent gagner le paradis et tous mourir, on se dirait, ils ne vont pas négocier. Mais non, mais ils aiment beaucoup la terre. On a vu le mariage de l'un d'entre eux. La femme était en décolleté. Oui, absolument, qui avait fait scandale. En fait, ce régime ne croit plus lui-même. Je ne sais même pas s'il croit en Dieu. Ce sont des gens qui ont une idéologie existentielle, mais ils aiment beaucoup la terre. Très peu sont des vrais messianiques. Iraniens, quand on voit que les petites filles peuvent être mariées et sont voilées, quelle hypocrisie tout de même. En fait, l'idéologie, souvent pour les cyniques, c'est pour le bas peuple.
Regardez, à l'époque soviétique, les dirigeants ne pratiquaient pas du tout la pauvreté qu'ils imposaient aux autres. Donc ça, c'est rassurant. Les gens du régime veulent sauver leur peau. Ils ne sont pas tous candidats au suicide. Et deuxièmement, ils ont plein de fric et plein de familles et plein de placements et plein d'amantes et des comptes. Ils vont vouloir sauver tout ça. Et donc Trump, comme c'est un mec qui fait des deals, qui aime le business, entre businessmen, ils vont s'entendre. Ils vont peut-être se retrouver. Victor Hérault. Oui, Alexandre Delval, vous parliez justement de l'Europe. Je voulais y venir parce que j'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'on est un petit peu en retrait dans tout cela. Et je voulais savoir, à vos yeux, quel est notre rôle aujourd'hui en tant que Français et d'Européens dans cette affaire et quel est notre intérêt également. Est-ce que vous trouvez qu'on soutient suffisamment nos propres intérêts? L'Union européenne qui a dit que les gardiens de la Révolution étaient des terroristes. Absolument. Moi, ce que je distingue souvent en géopolitique, c'est la morale, ce qui est de l'ordre du bien, du souhaitable, et les intérêts. Malheureusement, c'est pas toujours convergent. Ce qui est certain, c'est qu'on parlait tout à l'heure dans une émission de l'islamisme. L'islamisme qui frappe, je vais choquer certains en disant ça, mais il faut être réaliste. L'islamisme qui frappe l'Europe n'est pas un islamisme chiite iranien. C'est l'ennemi juré du régime iranien. C'est un islamisme djihadiste, salafiste, wahhabite. Daesh a perpétré énormément d'attentats très meurtriers en Iran. Et donc c'est pour ça que quand on nous dit la chute du régime iranien, ça va sauver l'Europe, non, ça va sauver les Israéliens et mes amis libanais. C'est déjà pas mal. Vous dites que le régime est l'ennemi de nos ennemis. L'ennemi, en fait, le régime iranien n'est pas directement aujourd'hui l'ennemi de l'Europe. D'accord. Il est l'ennemi d'Israël. Et il est l'ennemi de l'Amérique, et il est l'ennemi du Liban, qui est occupé par le Hezbollah, qui est un proxy iranien. Mais l'ennemi direct, existentiel, celui qui nous tue dans nos baignoires, c'est ça un ennemi, celui qui vous bute. L'ennemi pour l'Europe, ce sont des islamistes opposés aux islamistes iraniens. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger, et je sais que ce n'est pas votre cas. C'est important de le rappeler aux auditeurs, c'est pas parce que le régime iranien saute qu'on n'aura plus d'attentats. Au contraire, ils seront plus forts, les djihadistes sunnites, si le régime iranien saute. Ils ont quand même qualifié les armées européennes, ça ne va pas nous régler nos problèmes. De terroristes. Et Alexandre Delval, on a quand même vu dans certaines capitales des manifestations avec coucou les revoilà, les drapeaux palestiniens et iraniens. Alors moi, il faut m'expliquer quel est le rapport entre les deux, à part la détestation d'Israël peut-être. Alors, le rapport est très simple, là aussi c'est très cynique. On appelle ça des représentations géopolitiques. Les Turcs, qui ont un empire, qui veulent rétablir, et les Iraniens, qui ont également un empire, ne sont pas arabes. Comment vous faites pour dominer les Arabes en leur faisant croire que vous allez les protéger? Comment vous séduisez quelqu'un qu'en fait vous voulez occuper? Vous lui dites ce qu'il a envie d'entendre. Comment vous séduisez la rue arabe? Vous dites que vous n'aimez pas les Juifs, vous n'aimez pas Israël et vous adorez la Palestine. C'est en fait instrumental. L'Iran n'a jamais eu aucune empathie envers les Palestiniens. Elle les a instrumentalisés pour gagner le cœur des Arabes, et ça marche. Dans beaucoup de pays arabes, on a quelques cas de conversion au schisme ou d'adhésion à la République islamique iranienne, parce que certains se disent c'est les seuls qui ont osé frapper Israël. Si vous voulez, mais ça peut fonctionner vraiment, cette convergence des luttes, si j'ose dire? Oui, chez les naïfs de la rue, la preuve que ça marche que chez les naïfs de la rue, les dirigeants arabes ne sont pas du tout palestinistes. Nous, en Europe, on a beaucoup plus de palestinisme que les Émirats, que le Maroc, que la Jordanie, que l'Égypte. Moi, j'étais en Égypte il y a 2 ans avec Pierre Lelouch et toute une délégation. On a entendu qu'ils ne voulaient pas un seul Palestinien. Donc j'étais aussi en Égypte et on m'a dit la même chose. Aucun réfugié palestinien. Non. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que vous avez l'impression, on sort peut-être un peu du sujet, mais que la lutte contre l'islamiste est plus forte dans certains pays, que ce soit du Maghreb ou du Moyen-Orient, que dans certaines villes françaises où vous avez objectivement là des candidats, on le voit pour les municipales, qui tiennent un discours qui est un discours peut-être pas islamiste, mais en tout cas qui se revendique comme un allié des islamistes. Est-ce que ça, il n'y a pas une sorte d'incompréhension? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Quand je vais aux Émirats, ou en Arabie Saoudite, ou en Égypte, ou au Maroc, ou même en Tunisie, et même en Turquie, ce que j'entends souvent d'officiels, c'est « vous êtes fous ». Même le grand imam d'El-Azhar, c'est pas n'importe qui. Même en Turquie, quand je vois des gens qui ne sont pas des erdoganistes, mais même certains erdoganistes qui sont plus complexes qu'on ne le croit, les institutionnels dans ces pays-là nous disent souvent mais vous êtes beaucoup plus empêtrés dans le djihadisme terroriste et vous avez beaucoup plus donné de concessions à ces gens que nous-mêmes. Et alors les Émirats, c'est très clair. L'Arabie Saoudite, c'est très clair. Il ne veut pas envoyer ses étudiants au Royaume-Uni, de peur qu'ils se radicalisent. Et même la Tunisie, l'actuel dirigeant tunisien que tout le monde critique, parce que c'est un affreux populiste, anti-immigration, etc., il a mis au banc les frères musulmans au Parlement. Il a interdit les frères musulmans au Parlement. La Jordanie, après le succès des frères musulmans, elle les a interdits. Le Maroc, là c'est plus malin. Les Marocains, ils les ont enfumés, ils les ont laissés venir au pouvoir pour les discréditer, mais ils se sont tous débarrassés des frères musulmans. Je pense que l'Europe sera le dernier territoire
territoire. D'ailleurs, les dirigeants des Frères musulmans, c'est le Qatar, la Turquie et l'Europe. C'est plus les pays arabes. On arrive à la fin de cette interview, Alexandre Delval. Oui. Donc, pas très optimiste sur le changement de régime dans les prochaines semaines, vous ? Pas En trop résumé. optimiste sur le changement de régime, mais optimiste sur le fait que le peuple iranien, qui est le premier à avoir goûté à la théocratie islamique politique, en a marre. Il veut s'en débarrasser, ça va arriver, mais ça viendra de lui-même. Ça ne viendra pas d'un régime change, mais ça viendra parce que la société iranienne est la plus désislamisée de toutes les sociétés musulmanes, si on met de côté l'Albanie et les pays ex-communistes. Merci Alexandre Delval. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Le Nouvel Ordre Post-Occidental, aux éditions de l'Artilleur. Merci d'avoir été avec nous.